Bonjour. On vous a préparé un petit PowerPoint, on va vous partager ça et comme ça, on va pouvoir, tranquillement commencer. Voilà. Alors, et ben, on se présente. Donc moi, je m'appelle Chloé, je suis ergothérapeute, au SAVS SAMSA de l'APF, à Villeneuve-d'Ascq. Et donc je suis, référente VIASP, donc c'est vie intime, affective, sexualité et parentalité. Oui. Eh bien bonjour, bonjour tout le monde. Moi c'est Émilie, donc je suis animatrice, sociale au SAVS SAMSA APF France Handicap de Villeneuve-d'Ascq et je suis également chargée de projet, culture et référente EPOP sur le pôle enfance adulte Christian Dabadie, APF France Handicap de Villeneuve-d'Ascq et comme Chloé, je suis référente, VIASP également. On a été missionné par Intimagir. Donc Intimagir, c'est vraiment un centre ressources, où on peut en fait, parler, de la vie, intime, affective, sexuelle autour de sujets comme, l'amitié, l'amour, le désir, le plaisir, tout ce qui va être les notions de consentement, tout ce qui peut être question d'orientation et d'identité sexuelle, l'accès aux soins, à la contraception, la grossesse, l'avortement, et cetera, et cetera. On peut aussi échanger sur, la parentalité ou le désir d'être, parent, et orienter, et conseiller les personnes qui seraient victimes, donc la personne ou un proche, de violences sexuelles. Sachant que, le centre de ressources Intimagir, est proposé et on peut y accéder sans avoir, de notification MDPH. Donc on peut les contacter si on est en situation de handicap, même sans dossier au sein de la MDPH. Et donc voilà, en gros, c'est vraiment un point d'entrée pour poser toutes ces questions à des, pairs ou à des professionnels qui sont formés. C'est un espace de ressources avec, des informations, des supports utiles sur, la santé sexuelle, la parentalité, la prévention des violences, sexuelles, et puis il y a des contacts de professionnels, des pairs aidants ou, voilà, des professionnels formés. Et enfin, les centres ressources Intimagir proposent également des ressources pour sensibiliser le grand public à tous ces sujets-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on a été mandatés, missionnés pour vous parler un petit peu aujourd'hui de la parentalité. Et ben, je te laisse parler du programme, Émilie. Alors, bah, du coup, de quoi? De quoi, nous allons du coup parler aujourd'hui? Alors c'est de la parentalité. Qu'est-ce que c'est? On développera chaque point après, hein, bien sûr. L'handiparentalité, alors, qu'est-ce que c'est? Il y aura aussi des témoignages de parents qui sont en situation de handicap et puis ensuite voilà, alors on va pas tout vous dévoiler tout de suite, mais il y aura après un petit échange, autour, avec des questions et les réponses qui vous seront apportées juste après. Alors, par rapport à la parentalité, ce qui nous semblait important quand même, c'était de faire de reprendre tout simplement la définition du dictionnaire et de bien faire le distinguo entre parenté et bien sûr parentalité. Alors comme vous pouvez le lire, parenté, c'est la relation de consanguinité ou d'alliance qui unit des personnes entre elles et la parentalité, donc c'est fonction de parent, notamment sur, le plan juridique, moral et socio-culturel. Donc la parentalité qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation de l'enfant. Et elle s'inscrit dans l'environnement social et éducatif où vivent la famille et l'enfant. Donc on va développer 3 axes, de la parentalité juste après. Donc ces, 3 axes de la parentalité, ça a été rédigé par, Didier Houzel, qui est donc psychanalyste et qui a écrit notamment un ouvrage qui s'intitule «Les enjeux de la parentalité». Donc il y a l'exercice de la parentalité, on développera ensuite l'expérience de la parentalité et on terminera par la pratique de la parentalité. Alors, l'exercice de la parentalité, ça va être tout ce qui, est plutôt du, domaine des, droits et des devoirs.
Donc, il y a tout un côté un peu légal avec la désignation du parent, la transmission du nom. Et puis ensuite, donc, comme je disais, droits et devoirs. Donc, il y a bien évidemment des devoirs, mais il y a aussi des droits et particulièrement des aides de droit commun. Donc là, on vous a refait une petite liste des aides auxquelles ont droit tous les parents. Donc la première des choses, c'est la prime à la naissance ou à l'adoption d'ailleurs, qui est versée une fois à la naissance pour aider les familles à prendre en charge les frais liés à l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants. Ensuite, il y a l'allocation de base, donc qui est perçue mensuellement jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Il existe aussi donc le complément du libre choix du mode de garde. Donc c'est une somme qui va être accordée par la CAF pour le remboursement d'une partie de la rémunération, par exemple d'une assistante maternelle, d'une garde à domicile, d'une crèche, etc., etc., jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Ensuite, il y a donc le congé parental qui permet de cesser ou de réduire son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant pendant 6 mois par parent dans la limite du premier anniversaire du premier enfant et jusqu'à 24 mois par parent à partir du deuxième enfant avant ses 3 ans. On a ensuite les allocations familiales qui s'adressent aux familles composées d'au moins 2 enfants. Donc ça, c'était pour les aides un peu financières. Ensuite, c'est en termes de congés. On a le congé maternité. Donc, lors de l'arrivée d'un enfant, des semaines de repos sont accordées à toutes les femmes enceintes pendant lesquelles elles pourront percevoir des indemnités journalières. Donc, les semaines du congé maternité se répartissent avant et après la naissance et dépendent du nombre d'enfants. Il peut y avoir un congé pathologique, c'est-à-dire que si l'état de santé de la future maman est fragile ou en tout cas incompatible avec le poste occupé, il peut y avoir un arrêt de travail qui peut aller jusqu'à 14 jours en plus du congé maternité. Et le congé paternité qui va, lui, être de 25 jours durant les 4 mois suivant l'arrivée d'un enfant, voire 32 jours s'il y a eu plusieurs enfants. Donc, il y a voilà, des aides financières et des congés dont chaque parent a droit. Après, il y a parfois des conditions dépendantes des revenus et dépendantes du nombre d'enfants. Donc, pour tout ça, n'hésitez pas à vous reporter au site de la CAF ou à aller sur le site enfance.gouv.fr. Ah. Alors, du coup, juste après, il y a l'expérience de la parentalité. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 4 styles parentaux qui ont été distingués en fonction de 2 dimensions. La première, c'est l'écoute face aux besoins de l'enfant. Et la deuxième, c'est l'exigence quant au respect des règles. Donc, il y a le premier style, qui est le style démocratique. Il y a le style autoritaire, le style permissif et le style désengagé. Alors, qu'est-ce que c'est que le style démocratique? Donc, on l'appelle aussi démocratique ou directif. Donc là, on est très à l'écoute des émotions et des besoins de l'enfant. On est très strict quant au respect des règles. On encourage l'enfant à être responsable, à penser par lui-même et à considérer les raisons des règles existantes. Le deuxième style parental, le style autoritaire. Donc là, c'est le parent est peu à l'écoute des besoins de l'enfant. Il est très strict quant au respect des règles. Il privilégie l'obéissance absolue et la punition ou la menace pour contrôler le comportement de l'enfant. Et il y a le style permissif. Donc le style permissif, on l'appelle aussi le style indulgent. Donc là, on est très très à l'écoute des besoins de l'enfant, très peu strict, voire laxiste, hein. Autrement dit, les parents ici, enfin en tant que parent, là dans ce cas, on est peu enclin à faire respecter les règles. C'est un peu l'enfant fait ce qu'il veut. Et le quatrième style parental, le style désengagé. Alors comme son nom l'indique, là, le parent, il est ni à l'écoute des besoins de l'enfant, ni strict quant aux règles à respecter. Il offre très peu de soutien émotionnel et ne fixe aucune limite à l'enfant.
Hop, et on enchaîne avec la pratique de la parentalité. Donc là, en fait, ça va être la pratique de la parentalité, c'est plutôt un peu de tout ce qui est le soin au quotidien et la façon dont on devient un peu père ou mère. C'est-à-dire que on n'est pas papa ou maman le premier jour. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend à devenir sur le tas en regardant grandir son ou ses enfants et en voyant leur personnalité se forger. Donc ce lien, il va évoluer en permanence avec les enfants, avec les années, et c'est vraiment quelque chose qui va se travailler ensemble. Et il y a vraiment une notion de, bah voilà, comme c'est noté sur la petite diapo, c'est l'idée de s'apprivoiser l'un l'autre, de créer du lien par le biais d'activités, de partage et d'apprendre vraiment ensemble ce nouveau lien, cette nouvelle, oui, cette nouvelle expérience, ce nouvel apprentissage. Donc, on vous a listé quelques podcasts que vous pourriez écouter sur la parentalité. Donc, vous voyez, on a quelques-uns. Élise Bulté, Prenons un café, Fabien Florent, qui fait 2 podcasts. Enfin, il en fait d'ailleurs plein d'autres, mais il y a en tout cas Histoire de Daron et Histoire de Daronne. Et ensuite, des noms comme Mathilde Bouichou, Éduquer, c'est comprendre. Et par exemple, encore Juliette Cerceau, qui a créé une petite boîte à outils des parents. Donc, on vous conseille d'aller les écouter et pouvoir écouter un petit peu tout ce qu'il y a à dire autour de cette vaste question qu'est la parentalité. On avait voulu à la base continuer et ensuite vous parler tout de suite de l'handi-parentalité. Et puis finalement, entre-temps, on a eu l'occasion de discuter avec des usagers, vu que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué notre travail, mais nous, on travaille dans un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc, on a vraiment des personnes à domicile, adultes, avec essentiellement des troubles moteurs, mais aussi des troubles associés. Et on va vraiment à domicile pour discuter des besoins au quotidien, des activités, des projets qui pourraient émerger. Et donc, par ce biais-là, on a l'occasion de rencontrer des papas et des mamans. Là, par contre, on n'a pas eu le temps et on n'a pas réussi à organiser pour qu'il y ait des papas dans les témoignages. On est vraiment très déçus de ça. Mais par contre, on a 2 mamans qui ont pris le temps de témoigner un peu sur ce que c'est d'être maman et comment elles l'ont vécu aussi en tant que personne en situation de handicap. Et on souhaitait partager ça avec vous. Qui êtes-vous ? Alors, je me présente Vérole Delphine. Je suis née à Dunkerque. J'ai 2 enfants âgés de 22 ans et 24 ans, 2 garçons, Quentin et Alan. Moi, je suis tous le MDPH et puis j'ai des lacunes dans certaines choses, donc on m'a mis sur protection curatelle. Bonjour, je m'appelle Mélina, j'ai 47 ans bientôt en juin. J'ai un petit garçon de 4 ans et mon handicap, je suis IMC. Avoir un bébé, projet ou surprise ? Bon, j'en ai discuté avec mon mari et lui avait déjà eu des enfants, il n'était pas trop d'accord au début, donc j'ai laissé tomber l'idée. Je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Enfin, c'était pas ma priorité. J'y avais pensé plus jeune, c'était plus une priorité, puis en vieillissant, je me suis dit bon, on est bien à 2, tant pis si on n'a pas. Et puis c'est lui qui m'a dit, oh bah non, 3-4 ans après, qui m'a dit, oh finalement, on n'aurait pas un enfant à 2. J'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, ça me flattait en fait, que ce soit lui qui me demande et pas moi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est arrivé vite parce que 2 mois après, j'étais enceinte. Naturellement. On ne s'est pas posé de questions. On a voulu un enfant et puis ça s'est fait. J'ai eu mon premier garçon, Quentin, qui est né le 16 décembre 1999. Et 2 ans après, j'ai eu Alan. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous étiez enceinte ? Je pensais que ça aurait été plus compliqué. Peut-être que
c'est un préjugé qu'on se fait, mais ça arrivait tellement vite que ce qui m'a aidé à regarder le test de grossesse, que c'était compliqué pour moi de le faire tout seul. Et quand il m'a dit, je croyais que c'était une blague. Je croyais que c'était une blague, puis c'était vrai. Je n'y croyais pas vraiment au début. C'était un peu irréel pour moi. Voilà. Quelles ont été les réactions de votre entourage ? Beaucoup ont été contents. Et après, dans mon entourage lointain, de gens qui ont dit, il y a des gens que j'attendais un bébé, certains ont été surpris. Je crois qu'ils s'attendaient plus, je crois qu'ils ont dit, ah bon ? À l'air de dire, comment c'est possible ? C'est bizarre à dire, mais ouais, il y a des gens pour qui, pas mon entourage très très proche, mais d'autres personnes qui, presque handicapées, égale pas de possibilité de, même pas envisager de fonder, d'avoir un... Pourtant, il savait que j'avais, bon, malheureusement, depuis il est décédé, mais il savait qu'il y avait Georges, qu'on vivait ensemble, donc il devait bien se douter que on avait des relations intimes. Mais c'était presque impossible dans leur tête d'envisager qu'on puisse avoir un enfant. Ils étaient surpris du fait, ouais. De ce qu'on m'a raconté, il y en a qui étaient très surpris, alors que d'autres étaient contents. D'autres, peut-être, sans me le dire, se sont inquiétés de savoir comment on allait faire. Moi, je me suis pas trop posé la question à l'époque, parce que lui étant valide, je me t'ai dit, bah, lui fera tout ce que moi je sais pas faire, et moi je ferai tout ce que lui est pas à l'aise de faire, donc on se complétait. Comment avez-vous préparé la venue de votre bébé ? J'ai eu des rendez-vous seulement pour mes rendez-vous prénatales, écho, enfin tout ça, hein, comme toute femme enceinte. Mais j'ai pas été dans des réunions, savoir comment ça allait se passer, comment s'occuper d'un enfant et tout ça, quoi. Et non, ça s'est fait naturellement, je me suis occupée de mon enfant, comme c'est que j'en avais déjà eu bien avant. On a acheté les vêtements. On n'avait pas de chambre parce que les premiers temps, il a dormi dans la chambre parce qu'il n'y avait pas assez de chambre pour tout le monde. Donc le bébé, il est resté 1 an dans la chambre. De toute façon, j'envisageais pas de le mettre dans une chambre à côté parce que j'avais tellement peur de... Comment ça s'appelle quand le bébé arrête de respirer, que je voulais pas quitter le bébé la nuit. Donc j'avais fait un cododo. J'avais pris un cododo et on avait mis le cododo juste à côté. Et il restait 1 an dans la chambre. Et après, on a déménagé. Donc après, Adriano a eu sa chambre. Mais pendant 1 an, de toute façon, ça m'a arrangé qu'il soit dans notre chambre. Et puis, avec le cododo, il y a pas de difficulté parce que le cododo, vous pouvez baisser le cododo, attraper le bébé et le mettre... Pas forcément le mettre dans votre lit, mais il est à proximité du lit. Parce que le mettre dans le lit, il y a toujours peur de l'écraser. Donc voilà, j'avais le cododo à côté de moi. Et puis la journée, le cododo il y avait des roulettes, donc la journée, je le mettais sur le coin dans un coin de la salle à manger. Et puis j'ai fait appel au SAVS pour qui est l'ergo qui vienne régulièrement quand même. Pendant quelques temps venir voir un peu comment je pouvais m'occuper du petit. Enfin, moi, ça me rassurait d'avoir quelqu'un qui vienne. Après, peut-être que d'autres ont plus confiance en elle, mais moi, j'avais besoin de cet appui-là pour m'occuper de mon fils. Heureusement que c'était là. J'étais contente et des craintes et je ne me suis pas posé de questions parce que je m'occupais déjà des petits de ma sœur, donc je savais déjà comment il fallait faire avec un enfant. Donc franchement, ça s'est fait naturellement, comme c'est que j'en avais déjà avant et puis voilà quoi. Et franchement, je me suis occupée exactement comme il fallait. Comme je m'occupais déjà de mes neveux et nièces, j'ai pas eu l'impression de... Voilà, je ne me suis pas posé de questions, ça est venu naturellement. Avez-vous été suivi par un service en particulier pendant votre grossesse ?
j'ai pas été suivie plus qu'une autre maman, j'ai pas eu plus de difficultés qu'une maman valide. Par contre, j'ai été suivie par le service de maternité à Saint-Vincent, qui est un service spécialisé. Ils ont une partie spécialisée pour les mamans handicapées. À chaque visite, il y avait une dame, je ne sais pas si elle était ergo, je ne me rappelle plus, qui venait avec nous, qui m'aidait pour les transferts, parce qu'au plus mon ventre était gros et au plus c'était compliqué. Donc elle m'aidait pour les transferts, elle était là pour qu'on parle, pour qu'on discute. Elle m'orientait vers le SAVS pour après l'accouchement et même avant l'accouchement pour que je puisse avoir un petit peu avant l'accouchement quelques techniques pour m'occuper du bébé. Ensuite, quand le bébé est né, ils ont continué pendant toute la semaine où j'étais là à venir dans la chambre pour venir changer le bébé avec moi. Enfin, pas le faire à ma place, mais être là quand je changeais le bébé. Après, c'est moi qui voulais qu'il soit là aussi. Mais ils sont venus régulièrement voir si tout allait bien pour changer le bébé et être là pendant que je changeais le bébé pour m'orienter au niveau des gestes. Est-ce que vous avez rencontré le service de la PMI? Oui. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que... Très bien, me conseiller des choses par rapport au lait, par rapport à quel âge je pourrais commencer l'alimentation, petit pot et tout ça, quoi. Et elle me conseillait des choses sur certaines, comment il fallait coucher, quand il y avait des coliques et tout ça, quoi. Mais elle me voyait qu'elle était stupéfaite, que je m'en occupais comme si j'en avais déjà un, et puis elle a suivi les deux. Y a-t-il des personnes qui vous ont accompagné et qui vous accompagnent encore? Non, j'ai pas d'aide. Je me débrouille tout seul. Je me débrouille seule et j'ai pas besoin de personne. J'ai la PCH parentalité qui m'aide entre autres qui m'aide pour le quotidien et qui m'aide entre autres pour les allers-retours à l'école par exemple. Nous gardons le mot de la fin d'une maman pour la clôture de ce webinaire. Alors, on tient vraiment à remercier les 2 mamans qui ont accepté de témoigner, qui ont été très partie prenante dans la construction, l'élaboration aussi un peu des questions. Elles ont vraiment répondu complètement librement. Et c'est vrai que l'objectif aussi de notre service, c'est il y a beaucoup de services aussi dans le médico-social, je pense, c'est de valoriser aussi la parole juste des personnes qu'on accompagne, parce que qui de mieux que ces mamans peuvent parler de la parentalité. On espère que ça vous a plu en tout cas. Du coup, on enchaîne. Alors, hop, je reprends ça. Hop. Je vais le mettre en grand d'ailleurs. Voilà. Hop. Et donc, on enchaîne avec l'handiparentalité. On a, au cours de ces témoignages, mais on a aussi au quotidien pas mal de questions qui nous reviennent assez régulièrement. Donc, par exemple, suis-je capable d'être une bonne mère ou un bon père malgré ma situation de handicap et si je ne peux pas laver ou changer mon enfant? Existe-t-il des droits particuliers pour les parents en situation de handicap? Et j'ai besoin d'aide, donc technique ou humaine, pour pouvoir assurer les actes de la vie quotidienne. Auprès de qui puis-je m'adresser? Parce qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte que, et c'est pour ça qu'on a séparé en 2 parties, il y a une partie sur la parentalité, parce que être parent, c'est la même chose pour tout le monde. Et du coup, quid de l'handiparentalité? Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était ces questions-là qui revenaient le plus souvent. Donc, on a décidé d'essayer de répondre à ces 3 questions-là un peu plus spécifiquement. Et donc, Émilie. Alors, on va vous parler de l'expérience de Spitz. Donc, c'est dans les années 40, donc un psychiatre qui a mené une expérimentation avec 2 groupes d'enfants. Donc, dans le premier groupe, donc des bébés séparés de leur maman,
qui étaient placées en prison. Donc, à savoir par contre que ces dernières, hein, ces mamans, elles s'occupaient toute la journée de leur enfant. Et ensuite, par contre, hop, ils retiraient les enfants et les mamans, donc, allaient retourner en prison. Donc, ces bébés recevaient chaque jour des soins, de l'affection. Et il y a eu un deuxième groupe de bébés, donc au sein d'orphelinat, où là, les soins individualisés, ça n'existait absolument pas. Ça, c'était complètement inexistant. Enfin voilà, pas d'affection, pas de câlin, pas de gestes d'affection, enfin voilà, vraiment aucune marque d'affection. Et donc, en revanche, les bébés de ce deuxième groupe, ils vont recevoir des soins physiques. On va leur donner à boire, on va leur donner à manger, on va les changer, on va les laver. Mais juste, voilà, juste des actes techniques, des actes techniques, une succession d'actes techniques sans affection et aucune présence affective. Donc, ils seront privés totalement de liens affectifs. Donc, a été constaté que principalement pour les bébés du deuxième groupe, donc dans les 3 premiers mois qui suivent la séparation avec la maman, donc on observe des symptômes suivants, donc des pleurs, une attitude de retrait, perte d'appétit qui entraîne une perte de poids et une diminution du quotient du développement. Et après le 3e mois, ça s'aggrave un peu, donc le visage de l'enfant se fige, le regard, voilà, regard vide, regard absent. Et le développement mental et physique va être plutôt bien entravé et les troubles pourront aller jusqu'à la mort. Donc on est quand même sur une expérience un peu complexe. Donc alors c'est vrai que dans les 2 cas, l'affection, on constate quand même que quand il y a un manque de lien affectif, il y a un déficit chez l'enfant. Et là, en particulier pour le second groupe, où là, c'est très, 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 très flagrant. Et on en vient souvent à se dire que comprendre que l'essentiel, il n'est pas là où trop souvent on le cherche et qu'être parent, ça se limite vraiment pas aux gestes techniques. Donc on est parent avec qui on est, avec ce qu'on est. Oui, c'est vrai que la question, c'est du coup, suis-je capable d'être une bonne mère ou un bon père malgré ma situation de handicap et si je peux pas laver ou changer mon enfant? Et en fait, bah oui, bien sûr que oui, parce que c'est pas ça être une maman, c'est pas ça être un papa, c'est pas, laver, son bébé, c'est pas l'habiller. En tout cas, c'est pas que ça et ça peut pas être que ça. C'est plein, plein d'autres choses et si on n'est pas capable de le faire techniquement, être là, pour choisir les vêtements, pour se dire: «Bah, demain, il va pas faire beau et donc du coup, il faudrait plutôt ou il va faire froid». Enfin là, pour le coup, il va faire chaud et donc du coup, je vais essayer de pas trop le couvrir, de prendre la décision et d'être acteur, ou lors du soin vraiment technique, d'être là, de faire une petite chanson, voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qu'il y a autour et c'est pas juste l'acte, de changer qui est en soi, qui définit le fait d'être parent ou pas. C'est Donc vraiment voilà. la qualité du lien d'affection qui va être créé avec votre enfant. C'est ça le plus important finalement. Après des aides techniques, on en trouve. Il y a C'est des ça. solutions, on les verra après. Enfin, il y a toujours des solutions. Par contre, cette relation que vous allez créer, ce lien que vous allez tisser avec votre enfant, ça ne s'apprend pas. On est dans du savoir-être en fait et pas dans du savoir-faire. Le savoir-faire, vous allez l'apprendre. Vous allez avoir des aides. Si vous pouvez pas porter votre enfant physiquement, il y a des solutions qui existent. Par contre, si vous n'avez pas les savoir-être et que toute cette affection, tout ce que signifie être parent, chanter des chansons comme disait Chloé, décider pour votre enfant dans un premier temps, parce qu'après autonomie et cetera, décider au mieux pour votre enfant au départ et piloter une auxiliaire de vie, voilà, en disant: «Écoute, ouais, je veux qu'il soit levé à telle heure, je veux tel type de lait, je veux être le premier visage dans la mesure du possible voilà, le premier visage que mon enfant va voir». Ça, faites-vous confiance. Faites-vous Oui. confiance. Je vais peut-être juste quand même, remettre un petit peu nos têtes, quand même. Hop. Voilà, comme ça. Donc on en était là. La deuxième question, c'était: existe-t-il des droits particuliers pour les parents en situation de handicap? Oui, il existe donc la PCH parentalité. Donc elle se compose de 2 aides, l'aide humaine à la parentalité et l'aide technique à la parentalité. Donc je ne sais pas du coup si vous allez voir le tableau que je vais
vous repartager. Hop, C'est vrai que là, voilà. il y a une des mamans qui en parle un peu, qui en touche, qui touche rapidement du doigt l'aide humaine à la parentalité pour Ouais, conduire son enfant à l'école. tout à fait. Et donc là, vous avez un petit résumé donc des deux aides qu'il est possible d'avoir. Donc l'aide humaine et l'aide technique à la parentalité. Les parents en situation de handicap ayant des enfants de moins de 7 ans peuvent bénéficier de la PCH parentalité à condition d'être déjà éligible auparavant. Donc, il faut être éligible à la PCH aide humaine pour obtenir la PCH parentalité volet aide humaine et il faut être éligible à la PCH aide technique pour obtenir la PCH parentalité volet aide technique. Et ensuite, donc, comme vous pouvez le voir, comme c'est repris dans les deux tableaux, donc le tableau donc AH aide humaine, donc en fait, c'est des sommes qui vont être allouées par mois. Donc en cas de parents en situation de handicap en couple ou si le parent en situation de handicap est seul, les montants sont différents et ça varie entre donc, de la naissance aux 3 ans et ensuite on passe sur un autre montant de 3 ans à 6 ans. Et pour tout ce qui est aide technique, AT, donc là, c'est une somme qui est touchée en une fois, donc à la naissance, aux 3 ans et aux 6 ans. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième question donc sur la PCH parentalité. Ensuite, la troisième question, donc... J'ai besoin d'aide technique ou humaine pour assurer les actes de la vie quotidienne auprès de qui puis-je m'adresser? Donc là, on parlait de partenaires, il y en existe, ma bouche. Il en existe plusieurs. Alors déjà, il y a l'entourage. Alors c'est pas forcément, enfin ça peut être l'entourage, le conjoint, l'entourage familial, mais aussi l'entourage amical. Pas nécessairement voilà, le conjoint ou la famille, ça peut être un ami ou un tuteur aussi finalement. Il y a des professionnels de l'enfance, donc justement éducateurs de jeunes enfants, tout ce qui est dans la sphère scolaire aussi, des coordinateurs au niveau de l'éducation nationale, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de ces professionnels-là. Les professionnels médicaux et paramédicaux, donc les médecins traitants, les médecins plus spécialisés, voilà, les pédiatres, les médecins scolaires également, des ergothérapeutes, des sages-femmes, des infirmières, des kinés. Enfin, vraiment, voilà, toute cette sphère-là. S'il y a plus un problème de compréhension, entre guillemets, vous pouvez faire appel aussi à des interprètes en langue des signes française ou en langue étrangère. Tout ce qui est aussi voilà, en lien avec la puériculture, on va dire voilà, les infirmières en PMI, donc c'est protection maternelle infantile, si je dis pas de bêtises, des SAPPH, donc c'est service d'accompagnement à la parentalité pour personnes en situation de handicap, les SAAP, service d'accompagnement à la parentalité. Ensuite, il y a aussi des infirmières en libéral, les magasins de puériculture aussi, vraiment aller chercher un peu partout, et des structures de droit commun. Donc, on en a parlé là juste à l'instant, les PMI, les crèches, les écoles et d'autres, n'hésitez pas. Tout ce qui va être partenaire administratif social, donc il y a les assistantes sociales dans les CCAS, enfin voilà. Rapprochez-vous aussi des mairies si besoin, auprès des CESF, donc c'est les conseillères économiques, sociales et familiales. Et aussi les TISF, travailleurs, alors j'ai plus forcément l'acronyme, mais ça se retrouvera. Ouais, je me souviens plus. On va le retrouver. Il y a aussi les revendeurs de matériel médicaux, qui peuvent être de bons conseils en tout cas. Il existe les centres ressources, comme justement le centre ressources Intimagir, il y en a un peu partout en France. Il y a aussi la plateforme 360 et dispositifs d'appui à la coordination. Il y a aussi des partenaires un peu type associatif, donc être parent, handiparentalité, des associations de quartier, maison des aidants. Il y a les MAM aussi dans certains les maisons d'assistantes maternelles
qui peuvent être en ressources également. Et en dernier, voilà, les services d'accompagnement, par exemple, les SAVS, les services d'accompagnement en vie sociale, les SAMSA, services d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap, et les SAPPH, on a vu juste avant, services d'accompagnement à la parentalité pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a de nombreux partenaires à solliciter si jamais vous avez des questions, si vous sentez que vous avez des difficultés, qu'il y a des problématiques que vous voyez émerger et que, en parlant autour de vous, vous n'arrivez pas à trouver les réponses. Il ne faut pas hésiter déjà à solliciter voilà, tous les professionnels autour de vous. On est nombreux et on sera ravis de vous aider. Alors, il y a aussi alors, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif EPOP qui a été mis en place en 2021 par Sophie Cluzel et la Croix-Rouge. Et il existe un annuaire des pères intervenants. Alors, c'est dans les Hauts-de-France et ça va se faire aussi en Occitanie, si je ne vous dis pas de bêtises, mais tout est à vérifier. Il y a vraiment un annuaire des intervenants pairs qui vont pouvoir vous accompagner justement sur, voilà, je suis en situation de handicap, je vais être maman. Et parfois, on fait intervenir des intervenants pairs au sein des maternités, notamment, je pense à la maternité au GHCL à Saint-Vincent-de-Paul, justement, où il y a une intervenante père qui peut vous aider. On a répondu à voilà, 3 questions qui nous reviennent assez souvent et qui nous paraissaient être importantes, mais il y en a d'autres. Et on a une petite vidéo pour vous. Présenter tout ça. Donc, c'est vraiment, vous allez voir Elena qui apparaît sur la vidéo, qui a été volontaire, en tout cas, pour se faire un peu la porte-parole des questions qu'on peut entendre aussi voilà, régulièrement quand on intervient au domicile. Et donc, on répond à ces questions. Tout à fait. C'est parti. Est-ce que je peux transmettre mon handicap ou ma maladie? C'est une très bonne question. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Et c'est important en tout cas de le savoir avant d'entamer tout projet de grossesse. Donc c'est important d'aller voir son médecin qui va refaire un peu le point sur le patrimoine et l'histoire familiale. Et en fonction de ça, il pourra vous réorienter vers une consultation génétique. Et dans ce cas-là, faire des recherches plus approfondies pour savoir si effectivement il y a une anomalie génétique, si on peut la transmettre ou pas, quelles sont les choses qu'on peut éviter ou quelles sont les choses qu'on peut mettre en place en fonction de ce projet grossesse. Donc effectivement, ça peut être possible ou pas. Donc très très important d'aller voir son médecin et de faire un petit peu le point et de se renseigner. Puis-je transmettre mon handicap ou ma maladie ? Parfois oui, donc il vaut mieux la savoir avant de commencer une grossesse et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant, des associations et éventuellement faire des tests génétiques. Est-ce que je pourrais avoir recours à la PMA ? Oui, donc la PMA, la procréation médicalement assistée, tout le monde peut y avoir recours. Il y a des conditions qui ont été définies par la loi. Il faut donc respecter ces conditions-là, mais en soi, toute personne qui désire avoir un enfant et qui a des difficultés à procréer peut se renseigner et peut avoir droit à cette PMA. Sachant que ça a été ouvert depuis 2020 aux couples de femmes et aux femmes seules. Puis-je avoir recours à la PMA ? Alors oui, à condition de remplir les conditions définies par la loi. Elle est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules depuis juillet 2020 et consulter une équipe médicale spécialisée en fertilité. Y a-t-il des professionnels qui peuvent s'occuper de moi pendant ma grossesse ? Alors oui, il existe plusieurs dispositifs, plusieurs structures. Alors, tout d'abord, c'est vrai que certains SAVS, services d'accompagnement à la vie sociale, ont une équipe justement référente vie affective qui peut vous accompagner. En l'occurrence, dans notre groupe vie affective, au sein du SAVS SAMSA APF France Handicap, nous avons une ergothérapeute et également une assistante sociale ainsi qu'une psychologue. Donc, ils peuvent vraiment vous entourer pendant cette période. Il existe aussi différents dispositifs, par exemple, alors, il s'agit juste d'exemples, on vous invite évidemment à rechercher au sein de votre territoire les dispositifs existants. Sur le territoire du Nord, il y a l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui dépend du GHCL, les groupes hospitaliers de l'Institut catholique de Lille.
Donc ils ont vraiment réalisé un dispositif spécifique pour les personnes en situation de handicap qui s'appelle Handicap vers la maternité. Les centres de ressources Intimagir qui sont vraiment un peu partout en France. Oui, sur tout le territoire. Sur le territoire. Et il existe aussi les SAP, les services d'accompagnement à la parentalité, qui peuvent aussi vous aider. Y a-t-il des professionnels qui peuvent s'occuper de moi pendant ma grossesse? Alors oui, certains SAVS SAMSA, certaines maternités avec consultation spécifique comme handicap à Saint-Vincent-de-Paul, les parcours mobilité réduite à l'hôpital Jeanne de Flandre par exemple, les SAP, et n'hésitez pas, pour connaître les ressources de votre territoire, à vous rapprocher des centres Intimagir. Existe-t-il du matériel médical adapté pour mon handicap? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il existe très rarement des choses très spécifiques liées au handicap, mais par contre, il existe déjà dans le domaine courant de nombreuses aides techniques qui peuvent être un peu détournées et servir quand même pour vous aider au quotidien. Donc par exemple, vous pouvez trouver dans les différents magasins de puériculture les catalogues avec du matériel qui va permettre d'avoir plein de petites idées et de petites informations sur des choses qui peuvent vous aider au quotidien. Et ensuite, il y a les différents services qui ont créé plein de petites aides aussi qui peuvent vous aider au quotidien avec des petites fiches à remplir pour noter des informations si jamais il y a des choses qui ont été qui ont besoin d'être notées de manière régulière, etc., etc. Donc il existe des choses, mais ça peut être toujours intéressant de se tourner vers les services d'accompagnement à la vie sociale, comme par exemple le nôtre ou les SAPPH dont tu parlais plus tôt, qui ont parfois des ergothérapeutes qui vont pouvoir vous aider dans la recherche du matériel qui sera le plus adapté pour gérer le quotidien avec un enfant. Existe-t-il du matériel adapté à mon handicap? Alors il existe peu de matériel spécifique. N'hésitez pas à détourner le matériel des magasins de puériculture et vous rapprocher d'autres parents en situation de handicap afin de partager vos trucs et astuces. Et vous rapprocher également d'un ergothérapeute, d'un SAVS SAMSA ou des SAP. Puis adopter. Alors oui, a priori, rien ne s'y oppose. Toute personne a le droit d'adopter si elle a plus de 28 ans. Mais ça peut être parfois un peu le parcours du combattant. Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut trouver un agrément, avoir un agrément et ensuite trouver une œuvre d'adoption. Et elles ont un peu chacune leurs propres règles. Donc ça peut être parfois un peu complexe de réussir à mener les démarches jusqu'au bout. Donc il existe par contre une association, Parents différemment, qui a en fait été créée par une dame qui a souhaité elle aussi adopter et qui peut vous aider dans votre parcours d'adoption. Puis-je adopter? Alors oui, selon la législation en vigueur, et rapprochez-vous de l'association Parents différemment. C'est une association destinée aux personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel ou touchées par une maladie invalidante souhaitant devenir parents par le biais de l'adoption. Un petit mot pour la fin. Avant tout, être maman, c'est surtout aimer son enfant, être là pour lui raconter des histoires. D'ailleurs, je lui en raconte 2 fois par jour. Il me demande tout le temps des histoires, jouer avec lui. Et s'occuper de lui, ça ne se résume pas à des gestes techniques. Donc si vous avez des craintes à devenir maman, il y aura toujours des solutions pour les gestes techniques. Mais soyez sûr que vous serez forcément maman en lui apportant tout ce que... C'est pas parce qu'on a besoin d'un tiers qu'on n'est pas une maman au quotidien, en fait. Parce que moi, mon fils, quand je dois lui interdire des choses, ou quand il doit me demander la permission, c'est à moi qui demande la permission, pas à l'aidant, ou pas à ma maman. Donc, des fois, il joue sur les 2 tableaux. Mais quand je dis non, il sait que c'est non. Et il arrive de l'école et il me dit « Maman, t'es là, je t'aime !» Voilà. C'est tout bête, mais on a une relation fusionnelle, en fait. Et quand même s'il est embêtant des fois, quand il n'est pas là, il me manque. Et quand je suis pas là, il me dit « Maman, tu m'as manqué aujourd'hui. »
C'est ça être maman, et pas juste le baigner, et pas juste lui donner à manger. Pour ça, si vous avez des difficultés à le faire, il peut y avoir des aidants, il peut y avoir votre entourage. Mais avant tout, c'est privilégier la qualité du lien que vous aurez avec lui, et ça passe pas forcément par des gestes techniques. Alors comme convenu, voici la slide sur la PCH parentalité qui ne s'était pas affichée auparavant. Vous y retrouverez les 2 tableaux résumant les possibilités d'aide humaine et d'aide technique citées précédemment. Merci beaucoup en tout cas, et puis bonne journée.